Président de la Société mathématique de France pour présenter Martin Andler. J'étais vice-président de la SME. Oui, dans le temps. Bonjour, président de la Société mathématique de France. Alors, vous avez dû voir passer 3 présidentes ou présidents de sociétés savantes de mathématiques. Contrairement au best-seller des éditions Le Pommier, on ne s'entretue pas. On travaille de concert sur différents problèmes, toutes les questions d'enseignement, assez riches en ce moment, et aussi de médiation vers le grand public. Et alors c'est à ce titre que j'ai introduit Martin Andler, qui a été vice-président de la Société mathématique de France, qui a travaillé aussi dans ses revues, dans la Gazette de mathématiques, et qui, donc la dernière coopération très active, ça a été la création du cycle de conférences Un texte, un mathématicien, le cycle de la BNF, qui a fêté ses 10 ans l'an dernier. Et donc Martin est président d'Animat depuis 18 ans, et c'est à ce titre qu'il va nous parler du milieu associatif et de relations avec le scolaire. Merci Marc, merci aux organisateurs de m'avoir invité, et je suis un peu censé faire aussi, je suis le dernier intervenant, je vais faire la synthèse, mais je ne suis pas un très bon synthétiseur, mais on a jusqu'à 18h30, c'est ça pour... Alors d'abord, première question, est-ce qu'il faut s'étonner de cette journée? En un certain sens, il faudrait s'étonner de cette journée, parce que dans l'usage habituel, les sciences, on les apprend à l'école. On les apprend à l'école, au collège, au lycée, dans le cadre des cours, et c'est plutôt, c'est ça nos habitudes. Mais est-ce qu'on imaginerait vraiment qu'on pourrait former des musiciens sans conservatoire, des artistes sans atelier et sans musée, des sportifs sans club de sport et tout le monde sans livres, journaux, bibliothèques? Certainement pas. Mais on a pris l'habitude qu'en ce qui concerne les sciences, la situation devait être un petit peu différente, que c'était à l'école de porter l'enseignement des sciences. Et on est dans une situation d'insatisfaction, je crois, très partagée. Ça ne marche pas. Il n'y a pas que les sciences qui ne marchent pas. Il n'y a pas que les sciences et les maths. Quand je vais dire sciences, à la française, j'inclurai les maths dedans. Mais je crois que l'insatisfaction est partagée. Si on pousse le trait un petit peu, ça pète de partout. C'est-à-dire, d'une part, on a 20% d'une classe d'âge qui est en situation d'échec complet, et les sciences n'y échappent pas. Et de l'autre côté, nos très bons élèves s'ennuient et ne sont pas forcément si bons que ça, contrairement à... Alors, dans ce contexte, il y a un foisonnement d'initiatives très diverses, émanant d'acteurs très très divers, des associations, les milieux scientifiques, les laboratoires de recherche, les sociétés savantes. On en a vu un échantillon aujourd'hui, évidemment aussi des maisons d'édition. Et la cohérence, je ne suis pas pour qu'on voit tout... sous un seul, enfin tout sous la direction du ministère de l'Éducation nationale, mais ce foisonnement qui est très riche est aussi un élément de confusion auquel il faut prêter attention. Alors pourquoi et pour qui est-ce qu'on mène ces activités? Pourquoi mener ces activités? Clairement, on veut tous renouveler l'image que les jeunes ont de la science. On a le sentiment que la science telle qu'elle est enseignée dans les collèges et les lycées, c'est pas ça. C'est pas ça qu'on voudrait faire passer. On veut montrer que les sciences sont un outil essentiel pour l'intelligibilité du monde. On veut savoir raconter la science comme une aventure. Pierre Léna l'a dit très bien tout à l'heure. Comme un jeu, comme une activité qui est vivante et pas un corps figé. Il faut bien se rendre compte que quand on parle de mathématiques au collège, les mathématiques dont on parle au collège pour l'essentiel étaient connues sous l'Antiquité grecque, et les mathématiques qu'on fait au lycée étaient pour l'essentiel connues à la fin du XVIIIe ou au début du XIXe siècle, et donc il en sort une image complètement figée. C'est certainement un petit peu différent dans les sciences expérimentales, mais quand même il y a l'idée que la science, c'est un ensemble un savoir qui est construit, qui ne bouge pas, qui ne doit pas être mis en cause. C'est un petit peu enseigné comme un dogme. Évidemment, on veut aussi faire passer l'idée que la science, il y a une exigence de vérité. Je crois que ça a été dit, je ne vais pas le répéter. Ce matin,
On veut aussi, et je crois que c'est le troisième point, on veut aussi agir sur les problèmes sociaux et politiques qui affectent l'orientation des jeunes vers les sciences. On a beaucoup parlé des questions de genre, on a un petit peu moins parlé des questions sociales. Un chiffre... sauf erreur, dans l'Académie de Créteil, le nombre d'élèves en terminale S, c'est 11% des effectifs, alors que la moyenne nationale, c'est 20%. On voit qu'il y a des éléments de discrimination extrêmement forts suivant l'origine. On sait aussi que la spécialité mathématique dans les grands lycées napoléoniens, comme on les appelle parfois, c'est la spécialité qui reste dominante en terminale S, et c'est pas du tout le cas dans les petits lycées dès qu'on s'éloigne des grands centres. Alors pour qui ? En principe, on veut mener des actions de culture scientifique pour tous. Suivant les types d'actions, c'est plus ou moins réaliste. Et évidemment, ça pose aussi des questions de moyens, parce que il y a 800 000 enfants qui naissent, 800 000 bébés qui naissent chaque année, que ça fait beaucoup de gens. On veut faire mener des actions pour des publics spécifiques. Jeunes des banlieues, des zones géographiquement enclavées et aussi des jeunes filles. Et on veut aussi, je pense que c'est important, on ne peut pas s'y dérober, nourrir les générations futures de scientifiques, les gens qui vont exercer nos métiers plus tard. Quand on dit ça, on a tout de suite le sentiment ou la réputation d'être des affreux élitistes. La question n'est pas d'éliminer, la question est d'augmenter, de susciter des vocations, d'entretenir les vocations et les jeunes auxquels on s'adresse, et qui sont très jeunes encore, le spectre de leurs activités et de ce qu'ils vont devenir est encore extrêmement ouvert. On ne sait pas, quand on s'adresse à des adolescents, ce qu'ils feront plus tard. Donc il s'agit plutôt d'ouvrir plutôt que de chercher à éliminer. Je vais maintenant donner quelques exemples en prenant appui sur ce que je connais mieux, c'est-à-dire les mathématiques, mais pas seulement. Alors, la première chose qu'on veut faire, c'est montrer la science. On a pas mal parlé de l'imprimé. Il y a eu cet exposé très intéressant de Marie-Agathe Legueux ce matin pour le Pommier, des magazines, Sciences et Vie Junior. On pourrait mentionner aussi pour les mathématiques tangentes, qui s'adressent à des jeunes un petit peu plus vieux que ceux de Sciences et Vie Junior. Et puis on vient de voir l'exposé de Noreka où les jeunes sont aussi journalistes. Il y a la télévision classique. On a eu un éclairage avec France 5, on a eu un autre éclairage avec C'est pas sorcier, et on sait que la France, en tout cas par rapport à d'autres pays, n'est pas pionnier en la matière de la présence des sciences sur les télévisions classiques. Mais évidemment, là, on est dans une situation de fort impact. Il y a les médias modernes, hein, où on est très heureux que Nous ne sommes pas sorciers soit réapparu avec l'esprit sorcier. Il y a d'autres choses. Je voudrais mentionner, je vais vous donner un exemple tout de suite, la chaîne Micmac, animée par un jeune mathématicien qui fonctionne avec zéro moyen. Il a réussi à obtenir 1 000 € de financement participatif et il a 125 000 abonnés. Et ses films sont vus entre 90 000 et 600 000 fois. Où je voudrais aussi mentionner, je ne le montrerai pas, les films Dimension et Chaos qui ont été réalisés par une équipe plutôt de chercheurs qui ont été, Dimension a été téléchargé plus d'1 million de fois. Donc des initiatives peuvent avoir des impacts, des initiatives quasiment privées, personnelles en tout cas, peuvent avoir un très très gros impact. Ça, c'est Michael Launay et j'ai fait un petit découpage. Ah non, il n'y a pas de... Vous entendez là ? Pas tellement. Attendez, excusez-moi. Ah oui, ça sort de ton... Ça sort de mon... Attends. Il y a... Attends. C'est ça. Attends. C'est le truc vert là, d'accord. Voilà. Pardon, donc ça doit être... Bon, on va voir si ça marche là. Attendez, j'ai perdu mon curseur. Là. Ah. Oui, j'ai perdu le curseur là. Si tu veux aller à l'écran, on le voit là. Okay. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Micmac. Aujourd'hui, nous allons parler des tables de multiplication. Alors, c'est vrai qu'à
par là à droite. Les tables de multiplication, c'est un sujet qui semble assez élémentaire et en tout cas pas hyper passionnant. Et pourtant, je vous propose Où est-ce qu'il y a un ou pas? Là-bas. C'est à l'écran en fait, non? celle qu'on ne vous a jamais apprise à l'école et qui pourrait bien vous surprendre. Pour cela, nous allons tout d'abord donner une représentation. Les jeux au maximum, je pense. Hein. 1, 2. Nous allons donc relier le nombre 1 au nombre 2. Puis, Bon, on recommence alors. Hop. Et là, attends, et celui-là? Là, je suis au maximum. Vas-y. Lecture. Attends. Ouais. bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Micmac. Aujourd'hui, nous allons parler des tables de multiplication. Alors c'est vrai qu'à première vue, les tables de multiplication, c'est un sujet qui semble assez élémentaire et en tout cas pas hyper passionnant. Et pourtant, je vous propose dans cette vidéo de partir à la découverte de la face cachée des tables de multiplication, celle qu'on ne vous a jamais apprise à l'école et qui pourrait bien vous surprendre. Pour cela, nous allons tout d'abord donner une représentation graphique des tables de multiplication. Si on fait 1 fois 2, on obtient 2. Nous allons donc relier le nombre 1 au nombre 2. Puis 2 fois 2, ça fait 4. Nous allons donc relier le 2 au 4. 3 fois 2, ça fait 6. Nous allons donc relier le 3 au 6. 4 fois 2, ça fait 8. Nous allons donc relier le 4 au 8. 5 fois 2, ça fait 10, et je vous rappelle que le 10 se trouve exactement au même endroit que le 0. Nous allons donc relier le 5 au 0, et ainsi de suite avec tous les nombres du cercle. Nous avons donc obtenu la représentation de la table de 2 modulo 10. Alors là, la table de 2, nous venons de la représenter modulo 10, mais bien entendu, ce même procédé, nous pourrions le répéter avec un plus grand nombre de points, et donc représenter par exemple la table de 2 modulo 11, ou modulo 12, modulo 13, modulo 14, ou modulo un nombre aussi grand que l'on veut. Bien, donc deuxième type d'activité, de mettre les jeunes au contact des chercheurs. Alors il y a des cadres divers, il y a les journées portes ouvertes dans les universités, les labos, la semaine de la science, la semaine des mathématiques qui aura lieu fin mars un peu partout en France, le salon des mathématiques à Paris, le forum des mathématiques à Aix qui a lieu le mois prochain. Donc il y a un certain nombre d'occasions où on met les jeunes au contact des chercheurs. On organise des conférences de vulgarisation, soit dans le cadre des établissements, pour nous ça s'appelle les promenades mathématiques, mais il y a beaucoup d'initiatives de ce même type, soit à l'extérieur, dans des institutions extérieures. Je vais donner un exemple là-dessus. Et on organise aussi des stages et des universités d'été qui permettent à des jeunes de pratiquer les mathématiques au contact, en étant au contact de jeunes chercheurs, de doctorants, voire de chercheurs confirmés. Un exemple que Marc Peignet a mentionné tout à l'heure, le cycle Un texte, un mathématicien, qui est organisé à la BNF depuis 2005. Ça se passe dans le grand auditorium de la BNF. Et à chaque fois, nous remplissons souvent, nous faisons souvent salle con, 350 participants. Et très souvent, l'objectif, c'est de faire participer des lycéens à ces rencontres et en organisant la venue de classes entières. Je vais vous montrer un petit extrait d'un film que nous avons réalisé l'an dernier à propos d'une de ces conférences et la venue d'un lycée, du lycée Francisque Sarcey de Dourdan, à une des conférences. Aujourd'hui, on est le 11 mars 2015 et c'est une journée pas comme les autres pour le lycée Sarcey à Dourdan. Et je vais vous dire pourquoi. Vous les voyez, ces trois lycéens? C'est Anne-Charlotte, Rudolph et Cécile. Et ils vont assister à une conférence sur les maths dans leur lycée. Oui, vous avez bien entendu, sur les maths. Alors suivons-les pour en savoir un peu plus. J'aimerais d'abord vous interpeller en parlant de la transformation du photomaton. Donc vous prenez une image, donc divisée en pixels. Donc là, voilà, j'ai une image, j'ai mis les couleurs au niveau des pixels et je vais faire un déplacement des pixels. Je vais déplacer mes pixels pour faire une nouvelle image. Donc si on applique la transformation du photomaton sur cette image, on donne ça. On a vraiment l'impression qu'il est passé au photomaton. Bon. Et alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'amuser à appliquer cette opération plusieurs fois. Encore une fois. Et enfin, on a l'impression de voir un peu le visage à gauche, un peu à droite. Et là, la prochaine fois, on retombe sur l'image initiale. Voilà, what? C'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Bon, et ben en fait, on va essayer de comprendre. Enfin, à la fin, je vais vous donner la réponse.
Apparemment, cette conférence n'était qu'une étape avant la conférence à la BNF du 25 mars. Nous entrons dans un lieu contenant 14 millions de livres réimprimés, dont 600 000 sont en libre accès dans les salles de lecture. Accueillis par Marina Marmouget, les élèves entrent dans la Bibliothèque nationale de France. Constitution de collection, conservation et la communication des documents sont ses principales missions. Parce qu'en fait, on s'aperçoit que les mathématiques fait beaucoup référence au texte ancien. La BNF est héritière des collections royales constituées depuis la fin du Moyen-Âge en 1537 par François Ier. On y trouve un exemplaire de tous les ouvrages édités chaque année, depuis les revues les plus people jusqu'aux revues de recherche les plus pointues. Vous êtes tous là de votre plein gré pour écouter des mathématiques. Bravo. Alors, von Neumann, moyenne et démesure. Vous prenez une boule pleine dans l'espace de dimension 3. Eh bien, il y a un moyen de la découper en un certain nombre de pièces et ensuite de déplacer ces pièces et de les réagencer pour fabriquer 2 boules pleines. Oh, le mytho. Bon, pourquoi est-ce qu'on appelle ça un paradoxe ? C'est un peu aussi un rêve de pouvoir prendre un objet, le diviser et puis d'un coup t'en as 2 pareils. Il y a aussi ça, quoi, je trouve. Mais c'est vraiment ça. Là, il y a l'idée. Enfin, une utilisation interne. Non, mais imagine juste, t'as un billet de banque, t'as besoin de 100 €, tu le divises, Tout de suite, l'argent. Le kebab, c'est mieux que l'argent. Bien, donc ça, je vous ai montré ça pour montrer qu'on peut montrer donc des conférences très sérieuses par un directeur de recherche au CNRS, on ne peut plus sérieux et évident, et le mettre au contact de jeunes, et il me semble qu'il passe quelque chose dans ce type de contact. Je pense aussi qu'il est très important de transmettre l'idée que la science est pertinente pour comprendre le monde. Nous avons organisé, et nous ne sommes pas les seuls, des contacts directs avec les applications des sciences, la technologie dans les entreprises. Il y a le dispositif de la Fondation C'est Génial qui s'appelle Ingénieurs dans les classes. Nous avons mis en place avec la SMILE, la SFDS, une initiative qui s'appelle les maths ça sert. Il y a eu des documents qui ont été publiés, je vais passer rapidement, pour arriver à un point qui me paraît tout à fait essentiel, dont on a assez peu perdu ici, c'est faire l'expérience de la science, faire vivre la science, mettre les jeunes en situation de recherche. Alors ça se présente sous différentes formes. Il y a les concours pluridisciplinaires liés plus ou moins à l'éducation nationale, aux universités, comme le concours C'est Génial, qui est organisé par Sciences à l'école, par le concours Fête de la Science, qui est organisé par les facultés des sciences. Il y a les Olympiades de la physique, ça a été mentionné tout à l'heure, les Olympiades de la chimie. Il y a les Expo Sciences, qui sont dans les traditions de l'éducation populaire, et je voudrais dire un mot sur Matangine, dont le président d'ailleurs est ici. Donc je parle sous son contrôle. Donc il s'agit de proposer des ateliers à des collégiens et des lycéens pour les faire travailler sur des sujets qui sont proposés par des chercheurs. Et il n'y a aucun aspect compétitif. La seule récompense, c'est de venir présenter les conclusions de l'atelier à un congrès qui se passe début avril, maintenant dans plusieurs endroits en France. Il y a cette année 200 ateliers, 3000 élèves, 400 enseignants, 150 chercheurs. Par exemple, un élément important, c'est que ces 400 enseignants, ils font sur le terrain une action aussi de formation continue en encadrant ce type d'exposé. Nous savons aussi, par d'autres expériences, que les situations dans lesquelles les jeunes sont amenés à présenter leurs propres travaux à du public, que ce soit leurs camarades ou dans des situations où il y a des adultes, ce sont toujours des moments qui sont formidables. Bon, question surmonter les stéréotypes, ça a été beaucoup mentionné, l'exclusion sociale, montrer à des jeunes faire comprendre à des jeunes pour qui les études scientifiques longues pour qui les études ne sont pas un débouché naturel que si c'est possible. Par exemple, ce que fait l'association Sciences Ouvertes qui intervient dans le 9.3 et maintenant le dispositif national de stages Maths et 2+. Il y a eu l'an dernier 28 stages organisés un petit peu partout en France, y compris par exemple, puisqu'on y était à l'instant dans l'Académie de Lille, avec 1200 participants qui sont prioritairement des jeunes qui viennent plutôt de zones défavorisées.
Et puis, il y a les actions qui sont menées sur les questions de genre. Laurence a mentionné les actions filles et mathématiques, une équation lumineuse. Et je voudrais vous montrer 2 brefs extraits lors de ces journées. SSI, sciences de l'ingénieur. 3 filles pour 29 garçons dans sa classe. Si je trouve une solution en maths avant eux, ils vont me regarder faire « Ah bon? Mais t'as trouvé? Avant nous? Mais c'est surprenant !» Et puis, ça, c'était donc une lycéenne. Et puis, il y a des moments de speed dating. Et là, voici une jeune femme ingénieure. Elle a déjà décroché un poste de garçon, développeuse, dans une start-up parisienne. Quand moi j'explique mon métier, que je dis je suis développeuse, les gens ils me regardent et ils me disent ah bon, mais on dirait pas du tout que t'es développeuse. Je dis d'accord. C'est pas barbu, quoi. Voilà, parce que voilà, je suis pas barbu, j'ai pas un t-shirt avec une blague geek dessus. Enfin, voilà, oui, effectivement, j'ai pas l'air d'une développeuse, mais c'est mon métier, quoi. Donc, et c'est ce que je fais, et c'est ma passion, et j'adore comment je fais mon travail, quoi. Et j'adore les mecs qui ont des t-shirts avec des blagues geek dessus, genre. Bon, vous voyez un petit peu l'impact que peut avoir sur la première jeune fille qui est une fille parmi 3 dans une classe de terminale SSI quelque part, d'être au contact avec une jeune femme un petit peu plus âgée, pas beaucoup, qui a réussi à s'en sortir dans ce genre de milieu. Bien, stimuler. Ouvrir le champ des possibles, permettre à des jeunes de se dire « moi aussi je peux faire ça ». Alors parmi les initiatives qui sont les plus efficaces, parfois en France, qui est un pays qui adore la compétition, on dit non, la compétition c'est pas bien. Il y a des concours comme le concours Kangourou, le Castor, c'est un concours d'informatique, le concours Al-Kindi qui est un concours qu'on vient de créer en cryptanalyse, les rallyes mathématiques qui sont organisés de manière régionale, les olympiades académiques. Voilà des manières de toucher relativement facilement, à moindre coût, des centaines de milliers de jeunes. Le Castor, 200 000 participants, le Kangourou, 300 000 participants. On est vraiment dans des initiatives qui permettent un passage à l'échelle. Et montrer aussi qu'il y a bien plus dans les mathématiques que ce qu'on voit en classe, et permettre par ces défis de permettre à des jeunes de surmonter l'ennui qui frappe beaucoup d'élèves. Je crois que je crains de devoir sauter autrement je vais me faire... Et je vais passer immédiatement aux conclusions, enfin la dernière partie de mon intervention, les bénéfices pour le système scolaire. Alors je pense que le premier point qui me paraît important, c'est de reconnaître qu'on arrive à reconnaître la pluralité des talents. Pour le système scolaire en France, particulièrement, un bon élève doit être bon partout. Ce qui veut dire réussir, être bon, ça signifie exclusivement de réussir des épreuves en temps limité. Il faut être sage. Et sage, ça veut dire obéissant. C'est peut-être pour ça que les filles sont meilleures élèves, parce qu'elles sont plus sages et peut-être plus obéissantes. C'est pas une détermination biologique, c'est un élément social. Un bon élève ne doit surtout pas poser trop de questions, et même dans beaucoup de cas, il ne doit pas poser de questions. On a quand même constamment affaire à des jeunes à qui il a été interdit de poser des questions. La véritable prise d'initiative n'est pas véritablement encouragée, et quant au travail collectif, il n'est absolument pas pris en compte. Est-ce que c'est vraiment ça que nous voulons former dans notre système? Est-ce que c'est des enfants, des jeunes pour qui voici les modèles? Est-ce que c'est ça qu'on veut promouvoir? Est-ce que c'est comme ça qu'on va former des gens qui vont être productifs dans la société, sur le plan scientifique, sur le plan social? J'en doute. Nous voulons développer, je crois, l'autonomie et le travail collectif. L'autonomie, ça se construit, et la participation à des projets dans un cadre volontaire est en soi un acte d'autonomie. Et je crois que ça a été dit aussi à propos de différentes initiatives, comme Noreka, comme d'autres, l'atelier de bande dessinée dans lequel c'est les jeunes qui s'investissent eux-mêmes. Tout ça, voilà, des initiatives dans lesquelles les jeunes peuvent s'emparer eux-mêmes de leur destin. Je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement important et où
l'élève cesse d'être un élève et devient lui-même un acteur. Et beaucoup de projets requièrent une prise d'initiative et se développent dans un travail de groupe. Je pense que c'est un élément de transformation des hiérarchies de notre système éducatif. Bon, un rapport de tous plus harmonieux avec les sciences, c'est un enjeu de société. C'est évidemment de manière immédiate nécessaire pour que chacun puisse exercer pleinement sa citoyenneté. Et aussi, je crois que c'est une question importante, c'est ce rapport plus harmonieux avec les sciences. Ça veut dire que des gens qui ne vont pas exercer des métiers scientifiques à proprement dit auront un rapport plus étroit, plus à l'aise avec les sciences, comme les professeurs d'école. Et puis il y a la question de susciter des vocations scientifiques. Alors susciter des vocations scientifiques en général, on manque certainement de jeunes qui s'engagent dans les études scientifiques et à différents stades de la scolarité, des jeunes se sont éloignés des sciences. Je ne vais certainement pas écarter la responsabilité des mathématiciens dans le fait qu'un certain nombre de gens se dégoûtent des filières scientifiques. C'est clair que les mathématiques jouent un rôle important. Il faut aussi rappeler le fonctionnement extrêmement bizarre de notre système qui fait que nous avons une filière scientifique, mais que seuls 50% des bacheliers S, à peu près, entament des études longues en sciences ou en médecine. 50% vont soit dans des études courtes, IUT, BTS, soit dans des études qui n'ont plus rien à voir avec les sciences. J'ai dit susciter des vocations au sens large. Il faut aussi susciter des vocations chez les filles. Je vous rappelle un théorème, pas un théorème de maths, peut-être un théorème de sociologie. Dans les filières d'enseignement, plus il y a de maths, moins il y a de filles. 56% des bacs généraux, 46,8% des bacs S, 40,9% en spécialité maths, 30% en sup PCSI, c'est-à-dire physique-chimie, 21% en sup MPSI. Et puis, à Polytechnique, dans le concours maths, on est à peu près à 10%. L'objectif, c'est de limiter l'autocensure, montrer la variété des métiers scientifiques, mieux préparer les filles. Dernier point, dans c'est transparent, susciter des vocations chez les jeunes de milieux défavorisés. On pourrait faire un diagnostic tout à fait comparable en ce qui concerne que ce qu'on a fait pour les filles, pour les jeunes des milieux défavorisés. Et il faut bien noter aussi que les programmes pour encourager l'accès aux filières exigeantes sont plus dynamiques dans les formations de type Sciences Po ou les écoles de commerce. Terminons sur les relations avec le système scolaire, et je sais que Cyril va... Donc il y a la question, d'abord je voudrais rappeler juste quelques chiffres. Une classe d'âge en France est 800 000, les bacheliers S 160 000, et les entrants, les jeunes qui font des études scientifiques 50 000, et médecine 32 000. Voilà les chiffres à peu près. La question, c'est de savoir si dans les actions que nous proposons, de quelle manière est-ce que nous pouvons prendre en compte des chiffres de cette importance. Alors je pense que tout ce qui est action du côté des médias, ça peut avoir un impact important. D'ailleurs, on l'a vu avec l'émission sur France 5. On peut avoir un impact important avec les concours. Je pense qu'il devrait y avoir aussi une multiplication des clubs scientifiques. Pourquoi ne pas rêver et penser que chaque établissement scolaire devrait avoir des clubs scientifiques de la même manière qu'il devrait y avoir un club de théâtre, un ciné-club ou une association sportive. La question de l'égalité républicaine, ça j'ai presque terminé. Le statu quo n'est pas satisfaisant, donc ne nous disons pas on risque de remettre en cause des... Non, l'égalité républicaine a été largement cassée dans notre pays, mais il faut se rendre compte aussi que il y a un risque que les activités facultatives creusent le gouffre. On en a vu un exemple très intéressant tout à l'heure avec l'exposé de Jean Lopez qui nous a bien dit que le lectorat de Sciences et Vie Junior était à 80% des CSP+, et aussi à 66% des garçons. Donc, question, qui va regarder les émissions, qui va lire les livres, qui va fréquenter les clubs de sciences, qui va s'intéresser à ce type, qui va être incité à participer à ce genre d'activité. Bon, c'est là que le système, en général, le système scolaire doit jouer un rôle. Il n'y a pas fatalité à ce que ces activités creusent les inégalités sociales.
Les activités périscolaires, c'est un laboratoire d'idées. Beaucoup des idées innovantes en matière d'enseignement émergent d'abord dans le cadre d'activités facultatives. C'est absolument clair, on en a bien l'expérience avec les activités de type atelier scientifique sont maintenant, en tout cas, un modèle de ce qu'on pourrait faire dans le cadre de l'accompagnement personnalisé ou des dispositifs qui sont mis en place dans les collèges. C'est vrai en ce qui concerne les thèmes scientifiques, c'est vrai en ce qui concerne les méthodes pédagogiques, et c'est vrai aussi philosophiquement, parce que comme a été dit ce matin par Marie-Adat Legueux, on montre dans nos livres, donc les livres édités par les éditions du Paupier, ce qu'on ne sait pas, et c'est à la démarche inverse de l'école. Bien, les activités périscolaires montrent aussi des choses qu'on ne sait pas, et je pense que c'est un message qui est très très important. Pour une plaine, c'est mon dernier transparent, donc, et je suis à 29 minutes 41 par rapport à mon exposé, mais c'était pas une... Bon, ok. Bon, je plaide pour une pleine reconnaissance des activités périscolaires, et ce que j'entends par périscolaire, c'est ce dont j'ai parlé, mais tout ce dont il a été question aujourd'hui. Il faut que l'éducation accepte de ne pas tout contrôler. Il faut que l'intervention des chercheurs, des associations, des structures diverses soit vraiment pleinement reconnue, et c'est très très loin d'être le cas. Il y a des situations dans lesquelles le chef d'établissement trouve que c'est bien, mais on a du mal à trouver des professeurs volontaires. On a des situations inverses, c'est-à-dire il y a des professeurs volontaires, mais le chef d'établissement est très réticent. Il y a des situations où au niveau de l'établissement ça se passe assez bien, mais la hiérarchie, les inspecteurs ne sont pas très favorables. D'une manière générale, ces activités ne sont pas véritablement reconnues, elles sont considérées comme des activités plutôt parasites que pleinement reconnues. Problème numéro 2, il faut que les critères d'évaluation de l'éducation nationale changent, il faut qu'on puisse prendre en compte une pluralité de talents, et en particulier prendre en compte les mécanismes d'acquisition de l'autonomie, et ça, c'est un problème évidemment de l'éducation nationale, c'est aussi un problème de nos critères de recrutement dans l'enseignement supérieur. C'est absolument essentiel si on veut renouveler profondément la manière dont notre société fonctionne. Et évidemment, c'est un problème qui n'a pas de solution évidente. Je vous remercie. Merci. Je vous propose de prendre quelques questions avant de conclure cette journée. Oui ? Oui, Tania Louis, donc biologiste. Je souscris à beaucoup de choses qui ont été dites, que vous avez dites ou qui ont été dites plus tôt dans la journée, et notamment sur l'importance de parler des sciences aux jeunes. Mais il y a un argument qui a tendance à me chiffonner à chaque fois, c'est l'argument de susciter des vocations. Et je dis ça en tant que jeune scientifique chômeuse, dans la mesure où on l'a constaté avec un gouvernement de gauche suite à un gouvernement de droite, manifestement il n'y a aucune volonté politique d'augmenter les postes dans les domaines scientifiques. Est-ce que c'est bien pertinent d'essayer de susciter encore plus de vocations quand à l'heure actuelle une grande partie des diplômés ne trouvent pas d'emploi ? C'est une question compliquée. Oui, je crois qu'on est beaucoup de scientifiques ici à être bien conscients du nombre considérable de jeunes docteurs, de post-docs qui, pour certains, dans des bons cas, passent d'un post-doc à un post-doc sans véritablement trouver d'emploi pérenne. Bon, on sait qu'un des aspects de ce problème en France est lié à la faible reconnaissance du doctorat par rapport aux autres formations de type ingénieur. Je dois dire que, en ce qui me concerne et des activités dont j'ai parlé, on s'adresse à des lycéens, on s'adresse à des collégiens, donc il s'agit de quelque chose qui se passe bien en deçà de la question de savoir si on va faire une thèse, si on va faire un diplôme qui est plutôt un diplôme d'ingénieur, un diplôme de master, un diplôme qu'on va faire des études médicales ou quoi. Ça se passe en deçà de cette orientation, et je pense qu'à ce niveau-là, on a un manque de scientifiques. Ensuite, il est clair
clair, et c'est un sujet grave, qui n'est pas tout à fait le sujet de notre journée aujourd'hui, c'est la question d'orienter des jeunes à se lancer dans des études doctorales, dans des disciplines dans lesquelles, et c'est le cas de la plupart des disciplines scientifiques, dans lesquelles il y a peu de débouchés d'emplois permanents pour des gens au niveau doctorat, en particulier en France. Et c'est pas tout à fait la même question. Une question. Alors, il y a plein de questions. J'essaie de les prendre dans l'ordre, donc vous me pardonnerez si vous vous sentez lésé. C'est moi. Bonjour, François Godel, Sciences Ouvertes. Oui, tu dis, problème numéro 1, l'éducation nationale doit accepter de ne pas tout contrôler. Il faut que l'intervention des chercheurs, des associations, des structures diverses soit reconnue. Reconnue, d'accord, mais soutenue aussi. Il ne suffit pas de ne pas vouloir contrôler. D'ailleurs, je ne suis pas sûr que l'éducation nationale contrôle très bien ce qui se fait dans l'enseignement. Ça pose aussi quel contrôle, quelle évaluation de l'enseignement réellement. Mais en ce qui concerne les initiatives très diverses qui sont prises, on les laisse faire, mais c'est une action volontariste qu'il faudrait. Dans des départements comme celui de la Seine-Saint-Denis, par exemple, ou sur filles et maths, c'est bien d'une action volontariste et forte qu'il s'agit, et ça demande des financements, ça demande un effort réel, et là, on n'est pas du tout à la mesure de ce qu'il faudrait faire. J'approuve entièrement ce qui a été dit. Donc. Alors, je crois qu'il y avait une question. Donc, j'en ai là. Il y a monsieur... Non, il ne lève plus la main. Donc, la dame devant, c'est vous ensuite. Oui, madame. Oui, excusez-moi, mais je ne suis pas du tout d'accord sur le fait que quand on demande, quand on fait un colloque sur parler des sciences aux jeunes, on ne s'occupe pas de leur déboucher plus tard. Ça, c'est grave, parce que en France, il n'y a pas que le doctorat qui compte. En France, on a aussi besoin de beaucoup de techniciens. Pourquoi ne pas les orienter vers ces filières-là ? Pourquoi mettre tout le temps l'accent sur les filières d'ingénieurs, les filières universitaires? Si on ne trouve pas de débouchés, pourquoi ne pas aussi diriger les enfants vers les élèves, vers ce qu'on appelle aujourd'hui les carrières un petit peu délaissées, c'est-à-dire toutes les carrières de techniciens supérieurs et de techniciens éventuellement. Dans ce dont j'ai parlé, ce qui nous intéresse, c'est d'orienter des jeunes vers des études scientifiques. Alors je pense on sait, et c'est un problème qui est plus compliqué, c'est qu'on sait que l'IUT en particulier est plutôt utilisé, au lieu d'être une filière courte comme c'était prévu initialement, est utilisé comme une voie de contournement par rapport au premier cycle des études supérieures. Je pense que ça se fait quand même, c'est préjudiciable pour même si ce qui se fait dans les IUT est très bien, mais c'est quand même préjudiciable pour les véritables orientations scientifiques. Cela dit, oui, on a besoin de gens à différents niveaux. Il ne s'agit pas, quand nous menons des actions dans les collèges et dans les lycées, on ne dit pas aux gens, ton destin, mon garçon, ma fille, c'est de devenir docteur en mathématiques. Ce serait un discours absurde, même dans les lycées d'ailleurs les plus élitistes, ce serait un discours absurde si on va parler à des élèves de seconde. Les chances qu'ils fassent un doctorat sont extrêmement faibles. Les chances qu'on ait en face de soi une personne dans une classe qui va faire un doctorat de mathématiques sont nulles à peu près. Donc c'est pas la question. Des gens qui font des doctorats de mathématiques, c'est de l'ordre de 300 ou 400 par an. Il y a 800 000 élèves, même si on se limite aux élèves en terminale S, c'est 150 000. C'est des proportions qui sont invisibles statistiquement. Il y en a pas. Donc c'est pas ça le message. Le message, c'est vous pouvez vous épanouir dans des études à contenu scientifique. Je pense que tout autre message serait erroné. Alors, il y a une question là-haut, oui. Donc moi, j'ai quand même posé une question. Il y a deux choses qui me gênent. Donc tout à l'heure, on a parlé du doctorat. Je voulais quand même parler, par exemple, de l'agrégation de mathématiques, où chaque année, il y a 450 postes ouverts. Il doit y avoir, je ne sais plus combien de candidats, mais enfin, il y a plus de candidats que de postes, et seulement 275, dans ces autres-là, de candidats sont pourvus. Les autres doivent être trop stupides pour pouvoir prétendre à l'agrégation de mathématiques. La deuxième question aussi que je me pose, c'est que justement, on veut parler donc de sciences aux jeunes.
jeunes. Pour avoir l'agrégation de mathématiques, il faut avoir la tête plus bien pleine que bien faite. Donc, et surtout, enfin, en tout cas, peu pédagogue. Donc, ensuite, la question que je me pose, c'est il n'y a pas un problème de formation donc, déjà des enseignants avant, donc, pour parler aux jeunes? Oui, bon, je vais pas répondre, je crois, sur l'agrégation. Je vais laisser ça au président du jury de l'agrégation, mais il n'est pas là, donc je me défausse sur cette question-là. Bon, il est absolument clair, et je crois que, en tout cas, moi, je suis d'accord avec le fait qu'il faut trouver le bon équilibre entre la formation pédagogique et la formation disciplinaire, et qu'on n'a pas trouvé en France, pour l'instant, le bon équilibre. Je vais peut-être me limiter à dire ça. Alors, je sais qu'il y a une autre question en bas, Fatima. Pour revenir mais sur l'intervention d'avant, donner aussi des éléments de réponse, je pense que le but, quand on dit susciter des vocations, c'est donner un terrain, puisqu'on trouve que les sciences ont une image qui n'est pas assez diffusée dans le public. C'est un peu le sens de la journée d'aujourd'hui. On veut agir là-dessus et permettre aussi aux jeunes d'aller à la rencontre de la science différemment. Et ensuite, il y a des petits grains, des petits contacts c'est comme des petites graines qu'on sème, et ça va rencontrer, suivant les publics, des chemins différents. Et peut-être que ça n'aura pas d'incidence sur certains, et sur d'autres, ça va dire, tiens, je peux peut-être faire ça, mais c'est peut-être pas ce qu'a dit la personne qui est intervenue dans la médiation à ce moment-là. Ça va juste développer des choses, et je pense qu'on parle de rencontre à ce niveau-là, et que c'est très important. C'est le sens de ces actions-là, en tout cas pour moi. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions, ou remarques ou interventions? S'il n'y en a pas, je vous propose de conclure cette journée avec... Donc on peut déjà remercier une seconde fois maintenant